Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les chroniques Sport et Géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les années 1930 ont été le théâtre de nouveaux enjeux géopolitiques à travers l'utilisation du sport par les régimes fascistes de l'époque. En effet, les années 1930 apportent des complexités supplémentaires au monde du sport, encore en formation. Une fois de plus, la géopolitique s'immisce dans le domaine sportif. Successivement, la Coupe du monde de football de 1934 en Italie sous le règne de Benito Mussolini, les Jeux olympiques de 1936 à Berlin sous le régime d'Adolf Hitler et la Coupe du monde de football de 1938 en France, remportée par l'équipe italienne, sont marqués par l'empreinte du fascisme. Dans les deux premiers cas, ces événements sportifs sont exploités pour mettre en avant la supériorité présumée des régimes hôtes. Comme le mentionne John Tunis dans Foreign Affairs en 1936, les dictateurs ont découvert le sport, c'était inévitable. Ce qui était autrefois source de divertissement et de loisirs est devenu un moyen de parvenir à leur fin, une arme aux mains des puissants. En Italie, le Duce, Mussolini donc, se présente comme un athlète accompli, marquant son régime par des mises en scène politico-sportives. Il se montre en train de pratiquer divers sports, que ce soit l'escrime, la natation ou le ski. L'image de l'homme fort sportif est omniprésente en Italie pendant l'entre-deux-guerres. Pour le régime italien, la Coupe du monde de football doit prendre une nouvelle dimension. Alors qu'un seul stade avait accueilli l'événement 4 ans plus tôt en Uruguay, l'Italie prépare 8 stades au nom politisé tels que le Stadio Nazionale du Partito Nazionale Fascista pour accueillir des matchs sur 2 semaines. 16 pays se qualifient, 13 retransmettent les matchs à la radio et 250 journaux couvrent la compétition. L'écho est exceptionnel et l'objectif clair, l'Italie doit gagner. Tout est mis en œuvre pour que l'équipe atteigne le sommet. Pendant la compétition, les officiels italiens rencontrent régulièrement les arbitres pour influencer les résultats. Mussolini lui-même cherche à influencer les performances et se met en scène devant les médias dans les tribunes. Les chemises noires sont réaffectées en tant qu'agents de sécurité. Avant chaque match, les joueurs et les arbitres effectuent le salut fasciste sans que la FIFA n'intervienne. L'apolitisme a ses limites lorsque cela touche le pays hôte. Finalement, l'Italie remporte le tournoi en battant difficilement la Tchécoslovaquie en finale. Face à Jules Rimet, Mussolini remet à ses joueurs son propre trophée, la Coppa del Duce, 6 fois plus grande que le trophée habituel. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du monde de 1938 en France, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie réitère son exploit en remportant à nouveau la compétition. Selon la légende, Benito Mussolini aurait été explicite envers son sélectionneur et son capitaine, Giuseppe Meazza, en leur disant qu'ils devaient vaincre ou mourir. Pour le Duce, je cite, « Un triomphe italien en football, en cyclisme, en tennis ou dans tout autre sport en particulier, s'il était obtenu aux dépens de vieux rivaux tels que les Français, est magnifié, raconté, et constitue une preuve de la supériorité de la race et de ses principes de gouvernement. » C'étaient les mots du journaliste Tunis en 1936. Entre-temps, les Jeux olympiques de Berlin en 1936 marquent la première utilisation politique à grande échelle de cet événement par un État. Adolf Hitler, inspiré par Benito Mussolini, exploite les JO comme un outil de propagande pour le régime nazi. Les Jeux olympiques avaient été attribués 2 ans avant l'arrivée au pouvoir du Führer en 1933 à la République de Weimar pour marquer sa réintégration sur la scène internationale. Cette attribution n'est pas retirée au Troisième Reich. Bien que le CIO s'inquiète de la politisation des Jeux et les appels au boycott, Avery Brundage, président du comité olympique américain et futur président du CIO, réussit à convaincre. Sa position aux États-Unis a un impact significatif. Il déclare que, je cite, « Les Jeux olympiques appartiennent aux athlètes et non aux politiciens », fermez les guillemets, et appelle à laisser les sportifs et l'Olympiade en dehors des tensions entre juifs et nazis. Sa visite d'inspection en 1934 est déterminante, tout comme son admiration pour le Führer. Hitler lui-même est persuasif et finalement, les 49 nations invitées participent aux Jeux de Berlin. Pour rendre la compétition inoubliable et en faire un instrument de propagande, les autorités allemandes décident de construire le gigantesque stade olympique de Berlin, où une cérémonie d'ouverture grandiose a lieu. 120 000 spectateurs assistent au défilé des jeunesses hitlériennes
avant qu'Adolf Hitler n'entre dans l'enceinte sous les saluts nazis et les cris de Heil Hitler. Ensuite, la flamme olympique portée par Fritz Schilgen allume la vasque berlinoise au terme du premier relais de l'histoire des Jeux olympiques modernes à l'initiative de Karl Diem. C'est la première grande manifestation sportive à être diffusée à la télévision. Bien que la technologie soit encore balbutiante et peu répandue, 150 000 téléspectateurs peuvent suivre l'événement à la télévision. D'un point de vue sportif, Jesse Owens, le sprinter noir américain, est considéré comme un héros après avoir remporté 4 médailles d'or. Pourtant, cela ne compose pas la victoire nazie au classement des médailles, largement au-dessus des autres prétendants. On le voit, le sport moderne dès le début du XXe siècle est un enjeu géopolitique majeur. Il ouvre la voie à de nombreux usages politiques du sport qui se développent encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour de nouvelles chroniques sport et géopolitique.